bienvenue sur Diagonale TV. On va voir aujourd'hui un autre champion d'échecs du XXe siècle avec Jérôme Mauffras. Salut Jérôme. Salut Stéphane. On va parler aujourd'hui d'un champion dont rien que le nom est difficile à prononcer, Max Euwe. Ou Euwe, enfin moi je dis Euwe. Tu dis Euwe, on dit Euwe. Ça s'écrit E-U-W-E. Donc alors Euwe en fait était hollandais, pour ça on ne sait pas trop comment se parle le hollandais. C'est vrai qu'en flamand on a un peu séché les cours voilà. Et on a du mal. L'allemand on peut avoir des idées mais le hollandais pas trop. L'allemand c'est pas un problème mais le néerlandais c'est parfois un peu compliqué. En tout cas, lui est beaucoup plus simple que son nom à prononcer puisque Fischer jugeait Max Euwe comme trop normal pour être champion du monde. Il avait dit cet homme était trop normal pour être champion du monde d'échecs. Il n'était pas assez hors norme. C'est quelqu'un qui est resté amateur toute sa vie, il n'a jamais été professionnel du jeu, il a réussi à conjuguer une carrière de professeur de mathématiques et sa passion pour les échecs. Il a toujours été pris entre raison et passion et il a été le champion du monde dont le règne a été le plus court puisqu'il n'a régné que 2 ans. Oui, c'est très court. De 1935 à 1937, le temps de ravir son titre à Alekhine et de perdre le match revanche. Alors, en fait, à noter notamment de perdre le match revanche qui n'était pas forcément automatique parce que c'était à l'initiative d'un challenger de challenger le champion, ça c'est une chose, mais du champion aussi d'accepter. Donc il n'était pas obligé d'accepter de faire un match revanche, mais comme il était effectivement champion d'échecs, j'ai presque envie de dire à ses heures perdues, il a au contraire tout à fait accepté de rejouer un match contre Alekhine. Oui, mais c'était un homme d'une grande probité, donc il n'aurait pas vu l'intérêt d'empêcher Alekhine de tenter sa chance à nouveau. C'était pas le genre de la maison, c'était quelqu'un de courtois, un gentleman, quelqu'un qui voulait toujours trouver le consensus. Ça explique aussi qu'il ait été par la suite président de la Fédération internationale des échecs. Oui, ce qui est sans doute d'ailleurs là, je crois presque le plus grand legs qu'il nous a donné, parce que donc c'est pas sa carrière de champion du monde très courte qui est remarquable, mais plutôt son règne en tant que président de la FIDE, de la Fédération internationale, puisque là il va rester quasiment presque 10 ans. Oui, de 1970 à 1978. Voilà, donc 8 ans. Une période difficile. Une période difficile, puisque c'est la grande période des affrontements Est-Ouest avec Fischer, l'arrivée de Karpov, le dissident Korchnoi, donc c'était extrêmement compliqué à gérer. Il fallait un diplomate, quelqu'un de fair play, et c'était bien le cas du docteur, il s'appelait, oui. Le docteur Max Euwe. Tout à fait. Alors, dans cette période 70-78, il y a eu des nouveautés dans le monde des échecs. L'introduction du classement Elo, c'est quand même une grande nouveauté. Alors oui, c'est-à-dire qu'en 1970 a lieu la publication du premier classement Elo, dont sort premier évidemment Bobby Fischer, qui est notre fameux classement mondialement connu maintenant, et d'ailleurs repris dans d'autres sports, hein, même le foot maintenant commence à utiliser le classement Elo. Je le savais pour le tennis et le tennis de table. Par exemple, le classement féminin de la Fédération internationale de foot, des équipes nationales de foot, la France, l'Allemagne, les États-Unis, les grandes équipes, il y en a moins encore que de pays masculins qui jouent au foot, mais il y en a quand même un bon paquet, il y en a bien une bonne cinquantaine, et bien se fait avec un classement Elo. Par exemple, cette dernière Coupe du Monde de foot qui a eu lieu en Allemagne, les USA avec un classement Elo de 2190 à peu près. Quand même. Donc ça permet de se faire une idée de la force des nations entre elles. Et le classement, donc effectivement, a été mis en place grâce en partie donc, à Max Euwe qui dirigeait la fédération à ce moment-là. Il y a eu d'autres choses à gérer dans cette période-là. On pense au match de 72 entre Fischer et Spassky, parce qu'il fallait réussir à concilier non pas la chèvre et le chou, mais les exigences soviétiques et les exigences américaines, et notamment de Fischer. Il a fallu aussi qu'il gère des problèmes comme le fait que Fischer ne veuille pas défendre son titre en 1975, ou en tout cas s'occuper de sa destitution. Donc alors Fischer ne sait pas qu'il ne voulait pas jouer, non, mais que ses conditions n'ont jamais pu être remplies. Il a posé des conditions telles que le championnat du monde n'a pas pu être organisé. C'est Max Euwe qui à la fin a décidé de destituer Fischer de son titre de champion du monde en 1975. Cédant peut-être là aux soviétiques ou cédant simplement à son idée du jeu et du jeu amateur, c'est-à-dire de ne pas poser des conditions non plus tenables. Et puis disons que cette décision peut être contestable d'un point de vue de la force. Fischer était peut-être encore fort suffisamment pour battre Karpov en 1975,
Ceci dit, il y a une légitimité pour Euwe à faire ça, parce que lui-même avait accepté de jouer le match revanche contre Alekhine. Donc on peut difficilement lui reprocher de ne pas s'être appliqué à lui-même ce qu'il demandait aux autres. Absolument, et il a aussi fait preuve de courage en soutenant des joueurs dissidents soviétiques comme Sosonko, qu'il a défendu contre bien sûr la vie et le courroux de la puissante fédération soviétique. Donc il a su prendre aussi des positions qui ont donné une certaine indépendance à la fédération internationale. On peut le regretter aujourd'hui. On peut regretter aujourd'hui de ne pas avoir ce genre d'homme à la tête de la fédération depuis 78. Oui, je crois qu'on peut le regretter. C'est vrai qu'après 78, c'est Campomanes qui a pris la suite et la fédération internationale a perdu beaucoup de sa légitimité, ce qui s'est aggravé avec le désaccord avec Kasparov dans les années 90 qui a créé une période de grands troubles dans la lignée des champions du monde et de l'organisation du championnat du monde. Alors revenons à Max Euwe. Alors, Max Euwe naît en quelle année? Comment se déroule sa vie à peu près? Il naît en 1901 dans une petite banlieue rurale à côté d'Amsterdam. C'est un polder, c'est les terres gagnées sur la mer par les Néerlandais. On sait qu'il y a beaucoup de polders aux Pays-Bas et il vient d'une petite ville de banlieue construite sur un polder. Il est d'une famille juive et tout à fait simple. Et dans une communauté qui est assez importante aux Pays-Bas, et il suit des études de mathématiques, tout simplement. Les Pays-Bas à l'époque sont un pays qui scientifiquement a plusieurs prix Nobel. Il y a eu Lorentz qui a été prix Nobel, il y a eu un grand biologiste qui s'appelait De Vries aussi, donc on a beaucoup de scientifiques, il y a un environnement scientifique et intellectuel aux Pays-Bas qui fait que les études scientifiques sont assez valorisées. Euwe fait ses études de mathématiques. Il écrit une thèse en 1926, et si je me souviens du titre, c'est très fort parce que ça doit être les variantes différentielles dans un espace covariant à 4 variables. Espace vectoriel. Vectoriel, j'ai oublié vectoriel. Heureusement que tu es là. Double espace vectoriel. Ouais. Alors bon, ça parle de relativité. Alors non, c'est pas ça, ce que je disais, c'est que oui, c'est une variante différentielle d'un espace vectoriel à 4 variables, variation différentielle de ça. C'est-à-dire que ça s'applique à soit l'électromagnétisme, soit à la relativité en physique, mais lui, il étudiait d'un point de vue strictement mathématique. Donc c'était déconnecté d'applications physiques. En tout cas, un travail de pointe. Ah oui, on peut dire qu'à cette époque-là, c'est vraiment le top du top, parce qu'on est vraiment dans les théories, là, ici, les plus avancées au niveau de la science mathématique et physique. Alors, ça ne l'empêche pas de s'adonner à sa passion, parce qu'il connaît les échecs depuis qu'il a 4 ans. Il est champion des Pays-Bas de façon ininterrompue de 1921 à 1935. Et il écrit même une dissertation en allemand sur... Ah oui, de 21 à 35, il gagne tous les Pays-Bas tous les ans. Oui. Oui, d'accord. Peut-être que la concurrence n'était pas particulièrement développée, mais enfin, c'est toujours un mérite de gagner, même contre une concurrence un petit peu plus faible. Et puis de s'inscrire dans la durée et d'être tous les ans présent à un rendez-vous national, c'est quand même une grande performance. Oui, puis c'est aussi agréable pour les joueurs du pays d'avoir son champion qui vient aussi jouer avec les autres joueurs, bien sûr. Puis il écrit même une dissertation en allemand sur le jeu d'échecs, en relation avec les sciences, je crois, en 1929. Donc c'est quelqu'un qui a toujours essayé de concilier sa passion et la raison. La raison, c'est d'être professeur de mathématiques, c'est de rester un joueur d'échecs amateur. Il restera toute sa vie un joueur d'échecs amateur. Il ne sera jamais un professionnel du jeu. Et il arrive... C'est le dernier grand amateur. C'est le dernier grand amateur. Après, c'est fini. On ne peut plus devenir champion du monde sans être professionnel. Non. Et il gravit les échelons petit à petit. Il se fait remarquer dans plusieurs grands tournois. Et finit par disputer le match du championnat du monde contre Alekhine en 1935. Il n'apparaît pas nécessairement comme le challenger le plus redoutable. Oui, c'est plutôt un match d'entraînement pour Alekhine presque. À la limite, ouais. Alekhine aurait vraisemblablement eu des adversaires plus dangereux comme Capablanca, à qui il aurait pu donner la possibilité du match revanche, mais il ne l'a pas fait. On avait d'autres joueurs comme Rubinstein ou Keres qui ont eu des difficultés à rassembler la bourse pour pouvoir disputer ce championnat du monde. Bon, le fait est que Alekhine, qui à l'époque traversait de graves problèmes, notamment liés à une consommation excessive d'alcool, a donné sa chance à Euwe. Euwe a pris cette chance et a réussi à la surprise générale à battre de justesse le champion sortant Alekhine. De justesse, un petit point. Un petit point, mais... À 15,5, 14,5. Oui.
quelque chose de très limite. Sur un marathon qui a duré pas loin de 80 parties, je crois. Ouais, quand même, oui, donc sans doute plusieurs mois. Et alors, on peut noter, on va rappeler qu'à cette époque, et c'est la fin d'ailleurs de ça, parce qu'après ça, les championnats du monde vont être réglés comme une horloge par la Fédération internationale des échecs. Après, là, c'est juste le dernier championnat du monde avant la Deuxième Guerre mondiale, et ensuite c'est fini. Après, il y aura Botvinnik et il y aura des matchs réguliers que les champions ne pourront pas choisir contre qui jouer. Et c'est le dernier match épique de cette grande saga qui remonte à Stenitz au XIXe siècle, où finalement le champion en titre choisit un peu son prétendant parmi une foule d'amateurs, à celui au plus offrant en quelque sorte, au plus offrant en termes financiers, et pas forcément au plus offrant en termes techniques. Non, ou alors à celui qui apparaît comme étant le plus dangereux sans être trop dangereux. Ça peut être aussi un choix du champion de choisir le bon, la personne qui est le bon sparring partner, mais pas non plus forcément le plus dangereux. Tu as raison, la fin de ce championnat à l'ancienne, qui était un peu le système du duel ou du système c'est un peu ça. On va changer. La Fédération internationale a été créée en 1924. Elle va prendre les rênes du championnat du monde après la Seconde Guerre mondiale. Donc on va rentrer dans une nouvelle phase. Là, on vit les derniers temps de cette époque encore assez héroïque. On va peut-être d'ailleurs voir quelques photos de ces championnats du monde. Ouais, on va voir donc ce fameux Max Euwe. Alors ici, il est à droite ou à gauche ? À droite. Et à gauche, c'est donc Alekhine. Oui. Lors du championnat du monde. 1937. C'est la revanche gagnée par Alekhine. Ça, c'est la revanche. C'est la revanche gagnée par Alekhine. On voit qu'il y avait encore beaucoup de cigarettes, on voit Cendrier au premier plan. Là, voilà le docteur. On voit le docteur en 1956. Alors après... docteur pour sa thèse en maths. Pas docteur en médecine. Non, pas docteur en médecine. Après la Seconde Guerre mondiale, on le voit de moins en moins jouer. Il participe encore, bien sûr, au grand tournoi de 48 qui doit déterminer le champion du monde, mais il finit, je crois, 4e sur 6, donc c'est pas une extraordinaire performance. Et c'est Botvinnik qui remporte ce tournoi et devient champion du monde. Il se retire peu à peu du jeu et se consacre davantage à un nouveau domaine qui est celui de l'informatique à partir des années 50. C'est vrai aussi. Et il participe à cette science naissante, à cette technique naissante. Donc il a fait des mathématiques et de l'informatique aussi après la Seconde Guerre mondiale. Quelque chose qui nous passionne encore aujourd'hui. Alors, on regarde ici... Une photo de 1935, on le voit ici encore attablé, en train d'analyser la partie qu'il a disputée contre Alekhine, peut-être la dernière partie qui lui a permis de gagner, et on voit une foule qui se presse pour avoir les commentaires du champion. Et il n'y a plus de moustache, c'est fini les moustaches. Alors il y a juste une petite moustache en haut à gauche. Oui, mais c'est le public. Mais chez les joueurs, c'est totalement disparu. Non, c'est fini. Voilà. Alors que depuis Stenitz, il y avait encore beaucoup de moustaches et de barbe. De favoris et de tout ce qu'on veut, mais de rouflaquettes, mais ça c'est terminé. Ça reviendra peut-être à la mode. Alors, peut-être pas tout de suite. Jamais. Alors ça c'est quand même aussi un point qu'on n'a pas encore cité, c'est important. C'est une statue ici, stylisée, avec un pion de Max Euwe. Au centre Max Euwe d'Hollande. Il y a un centre qui lui est dédié. Oui, il a été créé juste après sa mort en 1982, Euwe est mort en 1981. Donc c'est un centre d'échecs qui lui est dédié. Il a eu une très forte popularité aux Pays-Bas en devenant champion du monde. Les Pays-Bas sont quand même une petite nation. C'est un grand pays de sport et c'est un grand pays scientifique, mais ça reste une petite nation à l'échelle mondiale. Et il a permis aux Hollandais qui traversaient une crise très grave, parce qu'il y avait 40% de la population qui était au chômage dans les années 30, d'avoir un petit rayon de soleil, et il est resté assez populaire comme joueur et comme homme, ce qui explique l'existence de ce Max Euwe Center. Alors à noter... Pardon, oui. Je voulais peut-être parler de la postérité des échecs aux Pays-Bas. Oui, ensuite, c'est ce que j'allais dire. Alors vas-y, je t'en prie. Je veux dire que suite à Max Euwe, on a une génération de joueurs des Pays-Bas très très forts, dont peut-être le plus marquant pour moi a été Jean Timman, qui pendant toutes les années 70, 80 et 90 encore un peu, a non seulement été un très grand joueur, mais en plus s'est impliqué dans le développement d'un magazine très important dans les échecs, qui est New Chess, je crois. Il était rédacteur en chef. Qui était dans les tout meilleurs mondiaux. Il a même été classé numéro 3
Et donc, il a dû faire une finale des candidats contre Karpov. Il a dû faire une. Oui, je crois qu'il a fait une finale ou une demi-finale, mais sans doute une finale face à Karpov dans les années 80. Donc très très grand joueur, Thiemann aussi, qui a apporté beaucoup, et notamment dans les ouvertures et dans les finales aussi, je crois qu'il est très fort en finale. Très fort en finale, il a écrit des livres sur les finales, il me semble bien. Et puis derrière, il y a aussi Van Veli, Loïc Van Veli. Bien sûr. Et quelques autres joueurs qui suivent la tradition neuve et qui restent aujourd'hui, les Pays-Bas, une grande nation d'échecs. Oui. Très grande nation d'échecs. Dernier petit point, il y a aussi un grand tournoi qui se déroule aux Pays-Bas, à Weikense. Oui, bien sûr, avec Hanze qui est aujourd'hui qui s'appelle le Chorus, qui s'appelait avant le Hooghoven, et qui est parrainé par une grande société de sidérurgie et qui effectivement existe depuis les années 60. Très grand tournoi qui a vu tous les meilleurs joueurs du monde passer, les Kasparov, les Karpov, et qui aujourd'hui fait partie avec le tournoi de Linares en Espagne, des deux plus grands tournois du monde annuels et dont on est sûr qu'ils ont lieu chaque année à la même époque. Pour le tournoi des Kansas, c'est en janvier, alors que celui de Linares se suit au mois de mars. Et les meilleurs sont là-bas, avec Hanze en plus une ambiance particulière, parce qu'à Linares c'est plus réservé à une élite de quelques 6 ou 7 joueurs ou 8 joueurs. Avec Hanze, on a plusieurs tournois et les amateurs sont dans la même salle que les champions et peuvent, en même temps qu'ils jouent leur partie ou leurs accompagnateurs, peuvent se régaler de voir les parties des champions sur scène. Et vraiment, c'est vraiment les tout meilleurs qui vont là-bas. Anand joue là-bas, Judith Polgar joue là-bas, Karpov, Kasparov. Je ne sais pas si Fischer aussi est allé jouer là-bas, je crois que oui, je pense que oui, ce serait étonnant qu'il n'y soit pas allé. Mais il faudrait vérifier, parce que comme il a arrêté en 72, c'est encore un peu tôt. Mais en tout cas, tous les meilleurs depuis les années 75, oui, sont passés avec Hanze. Très très grand tournoi, très grande tradition toujours aux Pays-Bas sur les échecs. Ouais. Quand on sait qu'il meurt, Max? Il est mort en 1981, et le centre a ouvert en 1982. Donc 3 ans après avoir quitté la FIDE. Oui. D'accord. Il a été actif quasiment jusqu'à la fin de sa vie et il est mort quand même à 80 ans. Voilà, donc un grand monsieur qui aura marqué les échecs par son état d'esprit, par son statut de dernier champion du monde amateur, donc peu en tant que champion du monde, puisque finalement c'est presque, on va dire, oui, il y a un accident de parcours d'Alekhine, mais de fait il est rentré quand même dans la lignée des champions du monde, et il aura laissé par contre une trace peut-être encore plus grande en tant que président de la FIDE, il ne faut pas oublier ça, de 1970 à 1978, et donc 3 ans avant son départ, son ultime départ, et donc aura marqué l'histoire du jeu d'échecs d'une double façon, ce qui n'est pas évident d'ailleurs. Il y a peu de champions du monde qui ont réussi à avoir aussi une activité d'organisation en quelque sorte autour du jeu. Oui, on pourrait parler d'Anatoly Karpov, qui s'est présenté récemment à la présidence de la FIDE et qui n'a pas été élu. Oui, qui a échoué. Alors bon, peut-être pour des raisons critiquables, beaucoup de raisons qu'on pourrait évoquer en termes démocratiques, mais cela ne nous regarde pas. Voilà. Alors est-ce qu'on a une autre peut-être photo? Non, c'est bon, on a tout vu. Là, ici, on revoit ces quelques photos. Ici, face à Alekhine en 1937. Oui. Ici, donc, on voit le 1956. Voilà. Là, en 1935, juste après sa victoire contre Alekhine. Oui, exactement. Voilà. Et enfin, statufié dans son centre, que vous pourrez voir aux Pays-Bas si vous y passez, pourquoi pas. Alors, je ne sais pas s'il héberge un club, ce centre, ou s'il y a un tournoi qu'il y a eu chaque année. Je n'en sais pas grand-chose. A noter qu'il n'y a pas que Weikense qui a lieu chaque année, il y a un autre tournoi à Hoogeveen, qui est une petite ville, qui est parrainée par une industrie verrière, d'ailleurs. J'ai pu aller faire un reportage là-bas à une certaine époque, et qui continue, je crois, d'avoir lieu, et qui est un tournoi bien moins grand que celui de Weikense, qui est réservé à une petite élite de joueurs, mais qui a duré au moins très longtemps, une bonne quinzaine d'années, une bonne vingtaine d'années. Je ne sais pas, si ces derniers temps, je n'ai pas vérifié s'il avait toujours lieu. Il est un peu moins prisé, mais il y a aussi cette tradition, pas que... il y a une vraie tradition aux Pays-Bas. Une vraie tradition, un vrai intérêt pour le jeu. Alors, on va quand même, bien sûr, analyser une partie, le cœur Diagonale TV, ça reste quand même le jeu, de Maxov, face à alors un grand joueur qui, lui, fait en quelque sorte la transition avec... la deuxième moitié du XXe siècle, puisque c'est Efim Geller qui lui sera un des très grands joueurs de l'après-guerre et qui avait un grand talent aussi et qui a posé d'énormes soucis à beaucoup de joueurs. Oui, il a été capable de battre à peu près tous les joueurs. Il a eu une grande carrière de joueur de tournoi, aussi même aux Olympiades je crois.
Il n'est jamais devenu champion du monde, mais il fait partie de cette école, cette redoutable école soviétique. Ouais. Alors c'est une partie qui a lieu à Zurich en 1953, hein, donc c'est quand même 13 ans après 8 ans après le titre de Eve face à Alekhine. Non, c'est plus que ça. C'est 18 ans après. Donc là, c'est la deuxième partie de carrière de Eve. C'est, je ne vais pas dire la fin de sa carrière, mais il est moins actif. Et il a encore des ressources, on va le voir. Il est moins actif, il reste actif, et ce n'est que 17 ans plus tard qu'il va se retrouver quand même à la tête de la FIDE. Donc il est quand même là, dans un bon état de forme, et on va voir que ça rigole pas. C'est quand même du beau jeu. Alors on y va. Geller démarre la partie par D4. Et on retrouve cavalier F6, C4, E6, on est dans les ouvertures maintenant vraiment modernes, avec des choses que l'on a pu voir par ailleurs de multiples fois dans la description des tournois récents. Cavalier C3, fou B4. Alors voilà, fou B4, on est ici dans une Nimzo, hein. C'est le cas de le signaler. On est dans une Nimzo avec un développement du fou particulier qui ici cloue le cavalier C3 avec l'idée nimzovicienne de contrôler le centre. Parce que si on cloue ce cavalier ne contrôle plus les cases centrales, et notamment la case E4, qui peut servir maintenant de point d'entrée dans le camp blanc pour le cavalier noir. Et puis les blancs ne peuvent pas jouer E4 tout de suite, bien entendu. Voilà, on ne peut pas jouer E4 puisqu'on se ferait prendre directement le pion sans possibilité de le récupérer. Donc ça se joue, c'est un coup de côté qui joue contre le centre. Alors E3, alors ça c'est un coup tout à fait sain, tout à fait classique. E3, on prépare déjà la sortie du fou F1, on protège C4. Bon, par contre, on retarde la sortie du fou C1 parce qu'on est bouché tout de suite par son propre pion. Donc C5 de la part des noirs, donc très bon coup là aussi de contrôle latéral du centre. On est vraiment dans les échecs modernes, c'est fini. La discussion des hypermodernes face aux classiques a vu la victoire des modernes, et on n'a plus de problème à jouer aux échecs maintenant de façon variée, soit en occupant le centre, soit en attaquant sur les côtés sans se poser des questions métaphysiques. Le débat entre classique et moderne a été tranché dans le sens où les hypermodernes sont devenus classiques. C'est devenu du classique de jouer comme les hypermodernes. Oui, c'est devenu classique de jouer comme ça. C'est le nouveau classicisme. Exactement, tout à fait. Donc voilà, alors là, ce petit coup pose la question au fou, est-ce que tu t'échanges, est-ce que tu recules? Ça permet, voilà, échange, comme ça c'est réglé. Et B6, alors c'est très bien. Alors l'idée pour les noirs maintenant, c'est d'essayer de maintenir le pion en C5 ici pour garder les pions doublés en face. Donc on va éviter l'échange qui permettrait de dédoubler les pions. On va essayer de jouer contre cette structure qui est effectivement un peu maladroite, mais qui a l'avantage de contrôler le centre, hein. Il y a des avantages et des inconvénients. Et en jouant D6, on met les pions sur noir pour remplacer la perte du fou de case noire. Donc, on peut même jouer D6 derrière pour contrôler E5. Et le fou, alors soit va se développer soit en B7, soit même des fois en A6, pour taper sur ce pion C4 qui peut s'avérer un problème, pas facile à défendre forcément pour les blancs, dans certaines situations. Et voilà l'idée de ce coup B6, c'est-à-dire de maintenir, de contrecarrer la perte du fou de case noire par une maîtrise des cases noires via les pions, et de préparer le développement du fou C8. Alors ce qui est important aussi de bien comprendre, c'est que les blancs n'ont aucun intérêt à prendre le pion C5 ici. Hein. Alors non, bien sûr. Alors si les blancs... Il va y avoir un maintien du statu quo vraisemblablement pendant plusieurs coups. Bien sûr, ça serait horrible. Une erreur. On voit le pion C5 maintenant qui en domine 2. Voilà, ce pion maintient en respect deux autres pions qui sont là vraiment des pions doublés, ça serait vraiment pas beau. Donc évitez ce genre de choses. Les pions doublés, ça va encore quand ils sont groupés parce que ça fait un masse de pions, ça fait un contrôle puissant des cases. Mais on le voit, par contre ici, ce sont des cibles. Ce sont des cibles, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, on attaque un pion, avec le fou on va attaquer un cavalier aussi. Et il faudra avec les blancs ne rester que passif. C'est certainement pas un coup à faire, mais c'est bon de signaler effectivement ce genre d'erreurs quand elles peuvent avoir lieu. Alors, fou D3 de la part des blancs, donc très bien, on développe. Peut-être on sortira le cavalier en E2, parce que si le fou, comme fait E, vient en B7, le fait qu'on ait sorti le fou en D3, maintenant regardez, fait qu'il y a une faiblesse ici. Alors il y a deux façons d'empêcher ce fou de taper sur G2, soit on joue cavalier F3, soit on veut jouer cavalier E2 en jouant le coup
de Géler, F3. Voilà, F3. Mais alors F3, l'avantage, c'est qu'on a une petite muraille ici de pion qui joue contre le fou B7. L'autre possibilité étant peut-être de jouer cavalier E2, en disant tant pis pour le pion G2. C'est vrai. On pourrait aussi envisager de jouer cavalier E2 directement, et sur fou prend E2, sous fou prend G2, tour G1, et ensuite on récupérait le pion G7. Le problème de cette approche, c'est que... Ou roquer ensuite pour les blancs. Déjà, c'est la première complication. Oui, on peut... Là, on peut pas roquer tout de suite. Non, j'ai dit ou roquer après pour les blancs. Si oui, on joue roquer tour après, G1, tout à on fait. peut plus roquer, et Ouais. le grand roc semble un petit peu dangereux du côté de la structure de pion complètement éclatée. C'est vrai. Ceci dit, en jouant comme ça, on ne va pas contre le jeu des noirs qui contrôle la case E4. C'est ça l'idée aussi, c'est que les noirs contrôlent la case E4. Donc après la prise en G2 puis il faut E4, on laisse les noirs prendre le contrôle de la case E4. On pourra consolider par D5 une fois que le fou a été échangé, c'est une bonne affaire. Il n'y a plus qu'à sortir le dernier cavalier, on n'a plus aucun problème avec les noirs. Alors avec fou B7, on joue F3, qui a double intérêt. C'est que 1, j'ai une petite muraille contre le fou, et 2, je contrôle E4. Donc, voilà aussi un intérêt. Donc vous voyez un contrôle minutieux des cases avec des pions qui font attention à bien contrôler les cases cruciales. Cavalier C6, voilà, donc on développe avec les noirs. Cavalier E2, donc voilà une case aussi naturelle pour les blancs. Pour mettre le cavalier en E2, bon, on surprotège D4, mais enfin c'est pas le sujet parce que D4 est très bien protégé. On peut aussi viser cavalier G3 pour protéger E4 encore plus. On peut éventuellement jouer cavalier G3 pour venir en E4. Ou même, pourquoi pas, viser la case F4. Bon, en attendant, mais il est bien ici en général, on va attendre un moment on va attendre que ça se décante avant de bouger. Donc petit roc, bon, là, rien à dire. Et là, regardez, c'est l'heure pour le petit plan dont on avait parlé un peu au début. Regardez, toujours pareil, ça c'est quand même une faiblesse. Donc voilà une cible pour les noirs. Mais à condition évidemment de ne pas laisser cette cible s'échapper. Alors comment on fait pour que ces cibles ne s'échappent pas? On ne bouge pas le pion C5. Tant qu'on ne bouge pas ce pion, tant qu'on ne prend pas, il n'y a pas de possibilité pour ces pions de bouger. Donc cavalier A5, regardez, très joli, puisqu'on commence à attaquer le pion C4. Alors qui d'autre pourra attaquer ce pion C4? On a le fou B7 bien sûr. Et bien le fou B7. Et ne pas oublier la tour A8 qui est en venant en C8. Après, quand on se sera débarrassé de ce pion C5 par un échange, voilà, elle attaque elle aussi le pion C4. Exact. C'est-à-dire que maintenant que cavalier 5 a été joué, on peut menacer tour C8, puis on menace déjà prise en C5, suivi de cavalier prend C4. Et si les blancs arrivent à trouver une façon de défendre, on peut rajouter de la pression par fou A6. Donc voilà un plan noir clair qui pose un petit problème aux blancs. Alors les blancs ne se laissent pas les bras croisés en attendant, bien sûr. Vu que le cavalier C6 est parti, le désavantage c'est par contre ça soulage une petite pression qu'il y a eu en D4. On peut jouer le coup suivant, E4, qui est un coup fort aussi, puisque maintenant on a regardé un très gros centre de pion. On peut envisager de jouer D5, on peut envisager de jouer E5. On a des pions qui contrôlent beaucoup de cases dans le camp adverse, et donc beaucoup de possibilités qu'il faut mesurer, qu'il faut juger bien sûr à chaque fois. Donc ici les noirs jouent, donc c'est œuvre les noirs, je vous rappelle que œuvre les noirs jouent le coup prophylactique, ils évitent cette possibilité E5 par cavalier E8. Alors, cavalier E8, bon, le cavalier est en position un peu passive ici, mais bon, le coup E5 n'a plus la force initiale, et si les blancs jouent E5, peut-être on peut répondre par D6, ou peut-être même F6, pour échanger plutôt du pion F et libérer la colonne F pour la tour noire. Le cavalier pourra éventuellement ressortir en C7. On peut ressortir en C7, ou une fois qu'on a joué F6, pion prend un C5, on peut peut-être revenir plus tard en F6. Si les blancs prennent, peut-être revenir avec cavalier prend F6. Voilà une possibilité. Alors, cavalier G3 maintenant pour Géler. Géler continue son développement. Vous voyez, alors c'est le développement remplant des cavaliers, comme ça, E2 maintenant G3. Alors, ce cavalier protège E4, bon ceci dit E4 est très bien protégé, mais a aussi pour but de libérer la case E2, peut-être qu'on veut y mettre la dame. Ça permet d'avoir deux pièces à la défense du pion C4. Peut-être aussi, pourquoi pas, venir plus tard en H5 si le centre venait à s'ouvrir et que le fou était en B2, ça pourrait être un thème. Bon, ceci est lointain, mais le cavalier est pas mal en G3, en tout cas mieux qu'en E2 où finalement il a peu de perspectives directes. C prend D4, C prend D4, et maintenant tour C8. Tour C8, le pion C4 est devenu une cible, le cavalier A5 l'attaquait, maintenant on a la tour qui l'attaque, on a deux pièces à l'attaque sur ce pion, il y a une seule pièce qui défend, c'est le fou D3. Ouais.
Les blancs ont plusieurs choix, soit le défendre en rajoutant une unité défensive, soit faire autre chose et laisser les noirs le grappiller. Exactement. Alors à noter que si les noirs, au lieu de faire C prend D4 ici, après cavalier G3, avaient joué tour C8 pour menacer de faire C prend D4, les blancs auraient pu répondre par D5. Alors D5 a un double avantage, c'est que la prise C5 ne marche plus, donc du coup la tour C8 est devenue là pour rien, elle tape sur son propre pion, et ensuite 2, je bouche les perspectives du fou B7, il est mort. Et donc du coup ça peut être un bon coup. Ceci dit, c'était quand même envisagé cette possibilité pour les noirs, parce que le cavalier 8 pouvant venir en D6 pouvait augmenter la pression sur C4, et avec l'appui de fou A6, on aurait même pu envisager carrément de gagner un pion net. Donc c'était quand même quelque chose de possible. Alors C prend D4 est une autre piste, mais on voit mal même comment les blancs pourraient protéger le pion C4 suite à cette opération, puisque un coup comme Dame E2, par exemple, pourrait se heurter à Dame C7. Et là, on n'a plus rien pour protéger C4. La fou C1 empêche la venue d'une tour. Et une fois que le cavalier a pris, on peut même le surprotéger soit par B5, soit par B5. Et on a surprotégé la pièce. Donc ça semble extrêmement difficile. Alors plutôt que après C prend D4, tour C8, plutôt que de s'embarrasser d'une défense passive de ce pion, qui était quand même envisageable, eh bien Geller va tenter quelque chose de plus direct et mettre Euve à l'épreuve. Et c'est là qu'on va voir le talent de Euve, au sens où il est aussi talentueux de savoir tenir devant une attaque. Il va tenter l'attaque avec F4. Alors, ça c'est pas mal, puisque le pion F maintenant est soutenu bien sûr par la tour F1. On a regardé quand même un magnifique centre de pion qui fait peur. Et là, plus on peut pas. Voilà. Et la menace c'est de jouer F5. F5, Dame G4 devient possible. Dame G4 est possible. Cavalier H5. Bien sûr. Et il y a le fou qui est en D3. Cavalier H5. Le fou est en D3, donc en cas d'ouverture, ça peut offrir des sacrifices sur H7. Et puis une fois qu'on a joué F5, on peut envisager F6 aussi pour casser le roc noir. Il y a quand même danger. Et il va falloir être extrêmement précis si on veut tenir cette position. Donc là, Euve, maintenant lui, il voit bien cette attaque, mais il estime qu'il a largement de quoi la tenir sous le feu, et donc en attendant, il va jouer de façon très logique et très responsable. Cavalier prend C4, il prend le pion C4, c'est important, parce qu'en plus ce cavalier est à la bande, donc il ne joue pas. En prenant le pion, on le met en jeu tout en ayant pris un pion. Donc les noirs ont pris un pion, en échange de quoi ils vont subir une attaque. Même pas peur. Même pas peur, exactement. Donc F5, attention, ça démarre. Évidemment, hors de question d'aller prendre F5. Alors ça serait une faute énorme. On met un magnifique cavalier Kasparov, on appelle ça le cavalier Kasparov, le cavalier F5, qui est une pièce énorme. Et là, on peut envisager des dames G4, des fous H6, tour F3. On peut aussi, exactement, tout à fait, on peut aussi envisager des tours F3, tour H3 ou tour G3, et ça peut être des attaques de maths très rapides. Alors très bon coup de défense de Euve, avec le coup joli, suffisant, précis, F6, ça c'est bien. Donc petit coup F6, on a une protection du cavalier 8 qui protège ces cases importantes. En jouant F6, on empêche les possibilités pour les blancs d'ouvrir le jeu par F6, il faudra prendre en E6, mais du coup on a une structure de pion qui n'est pas cassée, qui est solide. Et donc c'est un coup tout à fait intéressant, solide, mais qui a le problème par contre ici de créer une petite faiblesse, c'est le pion H7. Parce que tant qu'on n'a pas joué F6, on peut envisager cavalier F6 ou voir la venue de la dame elle-même, parce que la dame aurait pu venir sur la case H4, même si elle est en danger à H4, elle aurait pu être chassée par tour F4 en fait. Bon, donc c'est pas une bonne idée. Mais on a plus de possibilité en tout cas de ramener des pièces facilement. Alors quand même, il faut noter quelque chose, c'est que le cavalier 8 tient ces cases-là, donc même si ce pion est faible, il n'est pas facile d'aller chercher une attaque là-dessus. Il y a aussi des possibilités de défense pour les noirs, après des échanges éventuellement au centre. C'est aussi la possibilité de jouer tour C7 pour essayer de contrôler aussi la 7ème. Bon, on n'en est pas là, les noirs ont quand même un pion de plus. Ils peuvent aussi ramener un cavalier à la défense, par exemple cavalier D6, qui fait pression sur le centre et sur le pion F5. Et les blancs, eux, continuent leur attaque avec très bon coup, tour F4. Ça c'est pas mal, de la part de Geller, c'est une bonne idée.
évidemment. Tour H4, tour F4. L'idée simple de Geller, c'est de jouer soit tour G4, soit même tour H4, en conjonction avec dame H5 et menacer dame prend H7. Ceci dit, grâce au coup F6, c'est plus une menace de mat. Oui, le roi a une petite case de sortie. Voilà, c'est une menace d'échec. Ça a l'air de rien, mais ça peut le sauver. Hein. Alors attention quand même, parce que l'attaque blanche semble forte, puisqu'on a quand même le fou C1 qui vise le roc, le fou D3 qui suffit de faire une prise en E6 et de jouer E5 et pouf, il vise H7. Ceci dit, on a peut-être aussi intérêt à regarder le cavalier ici, parce que ça peut éviter des idées comme A4, fou A3, ou voire même des fous B2, puisque ce cavalier domine le fou C1. Regardez ce cavalier ici. Il contrôle toutes les cases là, de sortie du fou C1, même celle-ci d'ailleurs. Et des 3. Donc il doit rester aussi. Voilà. Et aussi la case 3, bon ceci dit c'est pas la meilleure case, là ça tape sur du mur, mais ces cases B2 et A3 pourraient être des cases d'attaque. Alors, une autre possibilité quand même pour les blancs pour amener du matériel sans toucher au fou, ça pourra être plus tard de jouer tour A2 et tour F2. Alors là on a une batterie de tours et ça peut devenir dangereux. Donc attention, du côté noir chez Œuvre, on subit une véritable lancée, une véritable attaque. Alors Œuvre se démonte pas, il joue B5, très bon coup. On consolide avec B5 la présence du cavalier en C4. Ce qui libère la tour. Ce qui libère la tour et puis éventuellement, la dame noire pourra aller en B6. Exact. Et se placer sur cette grande diagonale pour une éventuelle contre-attaque vers le roi blanc qui, forcément, puisqu'il y a plus de pièces à l'attaque, bien sûr, il y a moins de pièces en défense. Et surtout attaquer le centre, parce que si les noirs arrivent à faire sauter ce centre blanc, il est évident que l'attaque aura beaucoup moins de force, puisque après des pièces au centre vont facilement à la fois contrôler la contre-attaque et pouvoir attaquer le centre et le roi et le camp adverse. Donc tour H4 de la part de Geller, donc Geller augmente la pression, ça y est, sur le pion H7. Dame H7 peut venir. A noter que des coups comme H6 qui pourraient venir plus tard pourraient se heurter à des sacrifices de fou, simplement, suivi d'un mat rapide. A noter aussi que la possibilité de jouer cavalier G7 pour détruire là aussi le roc adverse. Donc c'est très dangereux, il faut être extrêmement précis dans cette situation. Eh bien, œuf se démonte pas, regardez, c'est assez joli, dame B6, tranquille. Même pas peur, troisième épisode. Même pas peur, troisième épisode, exactement. A noter que le cavalier empêche le coup fou E3. Comment se prémunir de la prise du pion D4? Si le pion D4 saute, ensuite un coup comme D5 explosera le centre adverse. Et là, il n'y aura plus du tout d'attaque, au contraire, ce sera le fou B7 qui va devenir fort contre le roi, et les noirs qui auront pris l'avantage au centre. Donc, c'est dur. Alors, j'ai trouvé un beau coup pour défendre le pion D4, c'est de jouer E5. Voilà, c'est très dur. N'empêche, c'est dangereux, parce que là, que faire pour protéger? Parce que jouer E5. Si les blancs avaient imaginé un coup comme, je sais pas, fou B1 par exemple, avec l'idée, sur fou B1, je contrôle ici le pion D4, très bien, E5. Ah oui. E5, la tour H4 en plus est bloquée, elle ne peut plus venir en F4 pour se ramener. Qu'est-ce qu'elle va faire ici? Toute la partie. Elle risque d'être bloquée. Et en plus, difficile d'échapper à dame prend D4, soit échange des dames, échec, soit prise de la tour 1. Donc attention, la contre-attaque devient extrêmement violente. Donc GR trouve une astuce, mais il est déjà en difficulté, quoi. Son attaque était un peu olé olé, quoi, presque trop romantique le GR. Oui. E5. Alors E5 est bien, puisque en fait, mais E5 c'est presque forcé, mais l'idée est simple, c'est simplement de protéger des 4. C'est pas tellement parce que ce pion il n'est pas protégé. Non seulement il est en prise avec F6, mais il est en prise aussi, comme le démontre très facilement Œuvre, par le cavalier. Cavalier prend E5, puisque le pion est cloué par la dame. Et voilà, non seulement ce cavalier vient d'en prendre un pion, mais en plus il peut envisager d'aller en F7. De venir en F7 pour participer à la défense, par exemple venir en F6 et boucher l'avenir de ce fou. Il peut aussi échanger le fou D3 qui lui menace potentiellement d'aller s'échanger en H7. Et l'attaque blanche commence à avoir du plomb dans l'aile. Et le matériel est en train de montrer un visage favorable au noir, d'autant que le fou B7 est réveillé en plus. Donc le fou B7 devient une arme d'attaque, dame C6 c'est menace mat. Si la tour C8 arrive à venir en C2, c'est des menaces de mat aussi. L'attaque de. Vous voyez, comme quoi les attaques, il faut toujours les mesurer. Hein. Donc F prend E6 de la part de Geller. Bien joué. L'intérêt de F prend E6, il est clair. C'est de menacer. Voilà, fou prend H7. Hein, c'est pas tellement bien sûr d'avoir pris le pion E6 pour le pion E6.
c'est surtout la menace de fou prend H7 et d'essayer de commencer à créer des petites menaces contre le roi noir. Mais réfléchit. Alors en plus il y a une menace sur pion prend E6, c'est quand même pion prend D7. Oui. Mais lui, n'a pas peur, il fait quand même cavalier prend D3. Alors là, on peut se poser la question, mais attention. Qu'est-ce qui se passe sur voilà. prend D7? Donc, il ne fallait pas se tromper là pour Geller ni pour cavalier prend D3, mais attention, parce que là, attention, double. Alors si je prends la tour, je gagne une qualité, puisque j'ai repris que ça. Et si je prends le cavalier qui fait dame, et après je reprends le cavalier, j'ai gagné une pièce. Donc ici, sur pion prend D7, il fallait avoir calculé la suite. Qu'est-ce qui se passe sur pion prend D7? Tour prend C1. Tour prend C1, magnifique, parce que la tour est clouée. Enfin, la dame est clouée, donc il faut reprendre en C1, il n'y a pas le choix. Voilà. Cavalier prend. Et là, simplement, cavalier prend C1. Et le pion ne peut pas faire dame, puisqu'il y a la dame. Et s'il prend en E8, très simplement, voilà, par exemple, on peut faire dame en E8, enfin, ça ne change pas grand-chose. On fait tour prend E8, et après dame prend cavalier pour récupérer la pièce qui manque. On a un problème, puisque on a quand même un fou B7 qui tape sur G2, on a une tour H4 qui est un peu hors jeu, qui est uniquement la défense ici, et un simple coup comme par exemple dame E6 pour centraliser la dame, menace de venir en E3 faire un échec, et ensuite c'est le pion A3 qui va être perdu. Ou voire même de venir en E1. On peut aussi, attention, avoir des menaces dame D5 qui menacent de faire mat, la tour qui pénètre, et c'est les noirs qui ont l'avantage, l'initiative. Et un pion de plus. Un pion de plus, et l'attaque blanche est totalement à l'ouest, parce que la tour H4 n'est que défensive sur ça, elle ne peut pas revenir en E4 parce qu'il y a le fou. Si la dame tente, elle peut rien faire, elle ne peut pas venir, non, elle peut rien faire. Non, elle peut pas. Vous voyez que les pièces blanches se retrouvent très mal positionnées, et là on voit bien que l'initiative est clairement du côté noir. Il y a encore du travail dans cette position, c'est pas archi gagné, mais c'est clairement l'avantage des noirs. Donc sur F prend E6, j'ai l'air pensé avoir calculé très certainement quand il a joué E5. Pion prend D7 et c'est bien pour moi, non, ça marche pas. Et œuf donc montre ici de grandes capacités calculatoires en défense. Oui, là il laisse venir, même pas peur. Même pas peur, numéro 4. Voilà. Cavalier prend D3, dame prend D3. Alors, avec menace quand même, dame prend H7. Voilà, donc le calcul général a toujours l'air bon. Menace, dame prend H7, mat. Et oui, parce que qu'il y a le pion. Alors si les noirs reprennent du pion, ce qui est faisable, eh bien on aura quelque chose de semblable à la partie. Donc on va regarder l'autre prise. Simplement dame prend E6. Dame prend E6, qui menace quand même dame 1. Alors voilà, l'intérêt de dame prend E6 vis-à-vis de pion prend. Alors l'avantage de pion prend, c'est qu'on recrée une structure de pion, une chaîne de pions. Exact, on a une structure de pion unie. L'avantage de dame prend E6 par contre, c'est de menacer mat, ou quasi mat, parce que le cavalier peut revenir en F1. Et puis ensuite on pourrait faire tour prend C1. On peut faire tour prend C1, exactement. Donc il y a une menace directe. Alors ceci dit, on n'empêche pas, enfin l'idée de Geller, c'est-à-dire dame prend H7, mais après roi F7, c'est fini. C'est-à-dire que toute l'attaque de Geller, basée sur cette idée d'aller attaquer le pion H7, finalement se heurte à ce magnifique cavalier de défense, qui est passif, mais qui est extrêmement bien placé au niveau défensif. Et maintenant, à l'activité énorme du fou B7, parce que c'est surtout ce fou qui crée la différence tout de suite dans la partie. Alors les blancs ont quand même fou H6 pour continuer l'attaque, en tout cas essayer. Alors les blancs ont effectivement la possibilité d'essayer de continuer. Alors il faut absolument essayer de continuer l'attaque, il n'y a pas vraiment de choix. Donc les blancs jouent fou H6. Alors l'intérêt de fou H6 est quasiment forcé d'ailleurs. L'intérêt de fou H6, c'est surtout que la tour 1 contrôle E1. Donc j'évite dame E1 presque mat. Bon. Donc j'évite cet échec important. Par contre, fou H6 ne crée pas de menace directe, parce que sur fou prend G7, il y a toujours cavalier prend. Il n'y a pas de problème. On peut imaginer ensuite que les noirs pourraient jouer cavalier H5 pour renforcer la pression sur G7. Voilà, alors il y a quand même éventuellement tour G4. Exact. Alors il y a quand même des menaces pour les blancs, c'est de jouer ça, mais il faudra encore prendre une fois et enfin faire un échec. Et en attendant, regardez comme le roi blanc est dénudé. Ah, il est tout seul. Parce que si le cavalier s'en va, vous voyez bien que la tour, la dame et le fou, ça crée quand même un potentiel de menace non nul. Le seul souci pour l'instant des noirs, c'est que leur tour ne peut pas rentrer en C2 parce qu'il y a la dame H7 qui contrôle la case C2. Exact. On ne peut pas venir en C2 parce que la dame, ici regardez, contrôle cette case. Il suffirait donc de dévier cette dame. Alors on pourrait dévier cette dame, regardez pourquoi. Alors déjà on va expliquer pourquoi tour C2. Parce que la dame prendrait. Mais pourquoi tour C2 ? Regardez, parce qu'en conjonction avec le fou B7,
paf, c'est le pion G2 qui saute, et si roi H1, vous savez la fameuse, c'est-à-dire qu'on enlève la tour, Le et moulinet, il y a échec du fou, et le moulinet, ou même parfois souvent le mat. souvent. Souvent le mat. Donc, alors ça peut il y a peu de moulinets parce qu'il y a peu. Oui, il n'y a pas grand chose Il à n'y a, mouliner. pas grand chose à mouliner parce qu'on mouline quand on enlève le tour. On pourrait aller chercher la tour A. On pourrait aller chercher la tour A, exact. Alors, de ce fait, il faudrait trouver quelque chose pour dévier la dame de la défense de la case C2. Exact. Donc, on peut en faire. Faites-vous la main. Faites-vous la main. En un coup, les noirs peuvent monter une attaque, une contre-attaque décisive. Après une attaque mal estimée de la part de Geller et une très bonne défense bien solide de la part de Heuve qui quelque part le laisse venir, hein. C'est un peu un jeu de contre que nous propose Geller dans cette partie et c'est aussi le jeu d'échecs de voir le jeu de contre, surtout à partir des modernes. Les classiques ils aimaient pas ça, hein. Ils voulaient lancer les pièces à l'attaque. Alors ici regardez, c'est simplement magnifique, très joli, tour H8. Voilà, j'attaque la dame. Alors à noter que si la dame s'en allait, et on perd le fou. Et oui. Parce que le fou ne peut tenir là que grâce au clouage du pion. La dame cloue le pion, mais sinon on prend avec la tour, et après tour prend, pion prend, on a gagné une pièce nette, et on a toujours une très belle position d'attaque avec un fou qui tape sur G2, une tour qui peut pénétrer, une dame qui peut pénétrer aussi dans le camp ennemi. Donc les blancs prennent la tour. C'est un sacrifice de tour. Alors l'idée pour les noirs, c'est pas maintenant de prendre le fou, c'est de jouer le fameux tour C2. Voilà, magnifique conception de Heuve suite à ce très beau sacrifice de tour qui conclut une très belle défense positionnelle. Menace, imparable, tour prend G2, c'est imparable, on ne pourra pas l'empêcher. Donc il faut essayer d'anticiper tour prend G2 pour essayer de limiter la casse après cette prise. Alors les blancs choisissent le coup actif, coup actif tour C1 en espérant un échange, hein, ça arrangerait les blancs. Prise du fou, hein, le fou protège, mais simplement les noirs pourraient faire échec et reprendre le fou. Mais Heuve a vu plus loin, il n'entend pas de cet horaire, il a vu encore mieux, il fait tour prend G2 quand même. Tour prend G2 quand même. Alors à noter ici que c'est foutu quoi. Roi H1 ne fonctionne pas. Hein, alors ce roi H1, c'est mort tout simplement, on fait tour prend G3 et c'est mat. Alors, regardez, le fou fait échec. La tour protège et il n'y a pas de possibilité de s'échapper pour le roi. On peut juste mettre une tour là ou là et qui va se faire manger à chaque fois par le fou. Et c'est mat. Donc ça marche pas. Sur tour prend G2, il n'y a que roi F1. Pas trop le choix malheureusement le geleur de toute façon de cette position. Et là, c'est pas évident à voir. Le clouage, enfin le coup final, regardez comme d'ailleurs le roi noir est safe ici, hein. Il n'y a aucun échec possible, hein, non, il est parfaitement... Il y a beaucoup de pièces blanches autour, il est dans les courants d'air, mais c'est des courants d'air qui n'ont de courants d'air que le nom. Parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas d'échec, il n'y a pas d'échec, il n'y a que dalle. Donc, dame, regardez, magnifique, très beau, très tranquille, tranquille, solide, fort, dame B3, très joli, suffisant, menace, dame F3, échec, suivi de dame F2 et puis tour G1 et puis fou F3 mat. Fou F3 mat. Donc il y a menace de mat en 3 coups. Fou F3 quasi mat, il faut mettre le cavalier, dame prend et c'est mat. Donc là Geller n'a pas trop le choix, le seul coup qui lui reste c'est de tenter roi E1. Vous pouvez vérifier à la maison, il n'y a pas de coup possible et c'est quand même dame F3. Voilà, comme si on avait fait échec, il n'y a pas échec mais c'est foutu. Comment parer dame F2, c'est pas possible, il n'y a pas de coup. Non. Alors si les blancs tentaient tour F4, par exemple, tour F4, effectivement, on empêche dame F2, on attaque F4, la tour est protégée par le fou, mais il y a quand même un échec en E3. Quand même un échec en E3. Et si le roi vient en F1, c'est dame G1 mat. Oui. Et si le roi vient en D1, maintenant l'idée c'est que la tour malheureusement bouche le fou, donc on peut faire mat en E2. Vous voyez? Donc c'est mat de l'autre côté. Si sur dame F3 les blancs tentaient bien sûr cavalier H1 pour protéger la case F2, c'est mat en E2. Et puis voilà, c'est fini quoi. Sinon un autre coup comme A4, regardez la variante c'est simplement dame échec, roi F1 et simplement fou H3, cavalier, et le roi n'a pas de case, il reste cavalier E2 et c'est mat. Donc très belle contre-attaque.
Très joli, on peut montrer le coup quand même. Le sacrifice de déviation, tour à H8. Magnifique, superbe. Attaque la dame, le fou en transparence, il faut prendre la tour, qui permet à la tour noire de venir sur la case C2 et de finir l'attaque sur le roi blanc. Une belle contre-attaque, très bien menée, avec des conceptions saines. La prise d'un pion C4, on a vu d'ailleurs que finalement, oui, c'est bien la conception sur le début finalement qui l'a emporté. Les noirs ont réussi à finalement mettre en évidence la faiblesse des pions doublés, tandis que Geller n'a pas réussi à démontrer la supériorité de son centre sur celui de l'adversaire. C'est pas très étonnant de la part de V, qui était un grand théoricien aussi. Il a laissé, je crois, plus de 70 livres. Donc 70 quand même. 70 livres. Ah ouais. Donc il y a un ouvrage théorique très très conséquent chez ce champion. Donc à lire absolument, mais c'est peut-être pas traduit en français ça. Tous ne sont peut-être pas traduits en français, donc s'il y a des néerlandophones qui se passionnent pour EV... Ou alors on peut lire sa thèse donc, sur les variations différentielles des espaces vectoriels à 4 variables. Oui, c'est celle à 3 variables est moins intéressante. Je te le dis franchement. Voilà, donc Max Euwe, scientifique, mathématicien, champion du monde et président de la FIDE pendant 8 ans et qui a son centre en Hollande et qui fait partie du mythe des échecs et qui est à la base du renouveau ou de l'explosion même des échecs en Hollande et qui fait partie des grands ancêtres européens du jeu de toute façon, dans tous les cas. Voilà pour cette émission spéciale Max Euwe. Merci Jérôme. Merci Stéphane. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Au revoir.